Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Vers le Mondial, un nouveau numéro de votre émission sur Al24 News. Au programme ce soir, le sacre continental de Riyad Mahrez qui continue d'écrire l'histoire et pose une vraie question: quel rôle doit-il jouer aujourd'hui en sélection à l'approche du Mondial? Ensuite, le grand chantier du poste de gardien derrière un numéro 1 qui semble se dessiner. Une hiérarchie reste floue entre blessures, absence et retour inattendu. Et enfin, nous nous projetterons ensemble vers l'essentiel, la préparation concrète qui commence dès le 25 mai. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné, comme à chaque fois, dans Vers le Mondial, par Karim Matmour. Bonsoir Karim. Bonsoir. Bonsoir Jamal Rachdi. Bonsoir Khadija. Et Mustafa Maza est également présent. Bonsoir Mustafa. Bonsoir tout le monde. Et bien sûr, nous accueillons également Antar Yahya qui a rejoint l'équipe. Bien sûr, de Vers le Mondial. Bonsoir, Antar. Bonsoir. Je le rappelle que Antar, il sera présent une semaine sur deux. Comme transfert. Oui, il sera présent une semaine sur deux avec nous sur ce plateau. Et pour finir, le meilleur pour la fin, Khalid Mouchias, vous êtes pas oublié. Bonsoir. Bonsoir Khadija. Bonsoir Khalid, bonsoir messieurs. Bande de jaloux. Messieurs, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement vers le Mondial. C'est tout de suite après le jingle. Et avant d'ouvrir notre débat ce soir, on commence par une bonne nouvelle pour le football algérien, pour les Algériens et pour Riyad Mahrez qui continue de marquer l'histoire en s'imposant une nouvelle fois sur la scène continentale asiatique avec Al Ahly. Riyad donc a remporté la Ligue des champions asiatiques pour la deuxième fois consécutive. Ce sacre en Asie, il s'inscrit dans la continuité logique de la carrière de Riyad Mahrez. N'est-ce pas, monsieur Jamal? Eh ben oui, c'est une grande consécration pour lui et pour le peuple algérien aussi, parce qu'on était très très contents de ce nouveau trophée qui vient remplir une armoire bien remplie de trophées. C'est un joueur qui a rayonné sur 3 continents quand même, l'Afrique, champion d'Afrique en 2019, champion d'Europe, Champions League et 2 fois champion d'Asie, 2 fois consécutives. Je crois qu'il a donné à ce club une dimension assez exceptionnelle parce que le Ahly, malgré son ancienneté, etc., était quand même un club tout à fait moyen avant l'arrivée d'une pléiade de joueurs et de Mahrez en particulier, qui a été derrière pratiquement tous les sacres. Hier encore, il a fait preuve d'un génie magistral avec une passe décisive qui a permis à Ferras de marquer le but. Voilà, donc bravo pour lui. Et bravo pour tout le monde. Et bravo pour l'Algérie et l'équipe nationale. Justement, qu'est-ce que ce sacre, Karim, nous dit aujourd'hui sur Riyad Mahrez? De toute façon, c'est un joueur qui reste déterminant et qui à tout moment peut avoir un éclat de génie. C'est sur le but. Le but en est l'image, le symbole fort. Et puis, ouais, on est content, on est fiers de lui. Tout ce qu'il fait, encore à son âge, il montre qu'il peut être décisif. Et donc, c'est de bon augure pour cette Coupe du Monde. Et donc, voilà. Et justement, ce sacre nous mène vers une question. Quel rôle doit-il jouer aujourd'hui un Riyad Mahrez en sélection lors du Mondial? Déjà, j'en profite pour le féliciter, parce que les attentes, elles sont énormes. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte qu'on est très loin, mais les attentes des supporters là-bas, les attentes des médias aussi, elles sont énormes. Donc, bravo à lui. Il continue d'être performant. Et il enrichit cette armoire de trophées aussi. Et puis c'est une fierté aussi pour nous en tant qu'Algériens. Maintenant, il montre qu'il continue de performer et puis on attend aussi avec impatience de voir le rôle qui lui sera donné, le rôle que lui va bien vouloir prendre pendant cette Coupe du Monde, déjà pendant la préparation de cette Coupe du Monde. Mais il l'a montré déjà à la CAN. Il a montré qu'il pouvait avoir un rôle aussi au-delà du terrain, un rôle vraiment important dans ce passage de témoin, on va dire, avec en complément de l'entraîneur, ce passage de témoin vers la nouvelle génération. Mustafa Maza, Riyad Mahrez, champion d'Asie une deuxième fois, et c'est un nouveau chapitre de gloire pour notre international, pour notre capitaine.
Et c'est une fierté, et très content pour Riyad et pour nous. C'est une fierté pour tous les Algériens d'avoir ce sacre, le deuxième consécutif dans ce continent. Riyad toujours décisif, toujours tranchant devant. C'est vrai que on aurait aimé avoir le Riyad plus rayonnant dans notre équipe nationale. Après, il reste toujours très performant en club, surtout dans ce club qui a trouvé ses repères, des balles décisives, des balles arrêtées. Riyad, comme je l'ai dit toujours, reste Riyad, c'est notre Messi à nous. Après, comment l'utiliser, comment essayer d'avoir le Riyad rayonnant comme un club. Après, c'est à Petkovic et son staff de trouver une solution pour lui donner toute la liberté comme il a en club. Quel impact réel aujourd'hui en sélection après Après tout ce qui a été dit, il y a quelque chose qui est important, c'est que c'est un vrai leader. Le capital qu'il a en termes d'expérience, en termes de trophées, le joueur n'est plus à présenter. Je me dis même que des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'il est réellement, en fait, par rapport à tout ce qu'il a gagné. Donc non, en termes surtout par rapport à l'équipe nationale, ça va être notre leader. Après qu'il soit sur le terrain, en dehors du terrain, je pense qu'il est assez intelligent pour pouvoir trouver sa place. Mais on aura un besoin énormément de Riyad Mahrez. Et puis en plus, le fait qu'il gagne le Champions League pour une deuxième année consécutive, c'est qu'on va avoir un Mahrez très en confiance, avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude, qui va rejoindre l'équipe nationale. Donc ça va être positif pour l'équipe nationale. Une dernière question, peut-être avant de clôturer ce sujet sur Riyad Mahrez. Aujourd'hui, doit-on construire autour de lui ou avec lui? Bien sûr, je pense que c'est un élément incontournable. Le meilleur exemple a été donné hier par l'entraîneur du club, l'Ahly, qui l'a laissé jouer pratiquement 110 minutes, ce qui était très rare. Il n'avait pas l'habitude de jouer autant de minutes. S'il n'avait pas fait confiance à ce joueur, il savait que une dernière passe pouvait faire la différence. Et c'est ce qui s'est passé. Un centre, alors qu'il a été pratiquement absent, pratiquement toute la rencontre, parce qu'il n'a pas été très sollicité. Mais finalement, il a réussi ce qu'il a fait. Voilà, une passe très importante sur le deuxième poteau, et une reprise par Ferras avant Maloul Kessié, après c'était Ferras qui avait marqué le but libérateur. Donc je pense. On a parlé de la dernière fois un petit peu, si je me fais par rapport à la cohérence des dernières émissions, sur le match de l'Uruguay où il avait été remplaçant. Ouais. Et du coup, c'est parce que là, tu viens de dire qu'il fallait construire autour de lui. Oui. Alors que sur le dernier match, c'est pas ce que le coach a fait en fait. Donc, oui. Bon, maintenant c'est des choix. Je pense que c'est des choix quand même. Comment construire autour de lui et comment... Ça peut être, c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Ça peut être l'histoire d'un match. Ça peut être aujourd'hui, il y a aussi l'enchaînement d'une saison. Exactement. Dans quel état de forme vont arriver tous les joueurs et comment va arriver Riyad, dans quel état de forme il va arriver au mois de juin, mental, physique, voilà, en termes d'enthousiasme, ça j'ai aucun doute là-dessus, pour après voir quelle place il aura à jouer. On l'a vu, il y a peut-être des matchs où c'est rentrant, il y a peut-être des matchs où il va débuter le match, mais je pense que le rôle, il sera bien défini avec le staff. Mais il y a, là où moi j'ai trouvé intéressant sur les derniers temps, c'est... alors, c'est peut-être pas le garçon le plus bavard régulièrement, mais dans sa posture, on sentait quand même un garçon qui était aussi projeté vers un passage de témoin. Donc ça aussi, ça va être très intéressant. Il vient de gagner la Ligue des Champions. Il n'y a pas beaucoup de garçons qui ont gagné aussi des trophées dans notre effectif. Donc cette approche de la compétition, cette approche des grands rendez-vous, comment il va pouvoir le transmettre? Et c'est pas que sur le terrain. Khaled, comment construire autour de lui? En fait, quand tu dis construire, j'ai l'impression que tu parles uniquement sur le rectangle vert. Tu peux construire sur un garçon, même s'il n'est pas forcément, comme a dit Anta, débutant dans un match, quoi. Donc non, je pense que son apport, il va être ultra important. Et de toute façon, on l'a vu, que ce soit en Coupe d'Afrique des Nations ou même lors du dernier rassemblement, je pense qu'il y a une relation assez privilégiée entre le sélectionneur et Riyad, toute intelligence, comme je l'ai dit, qui va apporter un plus à cette équipe nationale. Et le plus important, c'est comment il va arriver, comme l'a dit Anta. Mais le fait qu'il gagne des titres, c'est-à-dire que déjà mentalement, il va arriver
de la meilleure des manières. Après, physiquement, ça va être à lui de se préserver avec l'âge qu'il a, je pense, et avec l'expérience. Il va essayer de se préparer au maximum, pas au détriment de son club, même s'il vient de gagner un titre, mais pour pouvoir essayer de se préserver, pour pouvoir arriver dans les meilleures conditions, parce que c'est peut-être sa dernière grande compétition. Un dernier mot, Mustapha, avant de passer à autre chose? Oui, Peut-être son impact est très déterminant dans le groupe, hein, que ce soit en communication, en vestiaire, même sur le plan technique. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours défendu, Riyad reste Riyad, malgré que en équipe nationale, on n'a pas trouvé ce Riyad, mais il reste un élément très important dans l'effectif et dans l'équipe. C'est vrai qu'il y a une bonne relève qui pousse derrière. Il y a les Hadj Moussa, il y a même les Bouannani, Regimis et Kabbal qui poussent derrière. Mais je pense qu'il faut essayer de construire autour de Riyad, comme fait l'Argentine autour de Messi, parce qu'il reste un joueur très déterminant, très tranchant. Par son vécu, par son expérience Voilà, et par par son son leadership, expérience. Le fait justement. qu'il suscite autant de respect Ouais. au sein de son équipe et au niveau de l'équipe nationale, ça prouve qu'on doit bâtir quelque chose autour de ce à fait. joueur. C'est important. Même s'il doit, c'est parce qu'il y a une pensée derrière quand on met Riyad sur le banc de touche, on sent qu'il est vers la porte de sortie. Même s'il doit sortir, il faut faire une bonne sortie pour Riyad parce qu'il mérite un grand respect. Très bien, merci Mustapha. Mais pendant justement, messieurs, que certains brillent, comme Mahrez et d'autres postes en sélection justement posent encore quelques questions, notamment celui de gardien. Je vais aller droit au but, en fait, à quelques mois de la Coupe du Monde. Et c'est une question ouverte à tout le monde. Le poste de gardien suscite justement des interrogations. Peut-on parler aujourd'hui d'une crise, entre parenthèses, dans ce secteur? Crise, non, Crise, le mot il est fort, hein, crise. Ouais. Alors on a peut-être des interrogations sur le numéro 2, peut-être sur le numéro 3. Parce que moi je pars du principe que je pense que Lucas Zidane va être le numéro 1. Certainement. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu des blessés à ce poste-là. Ça va être sur ceux qui vont remplacer les blessés du dernier rassemblement. Ça va être là le questionnement. Mais crise, non. Je pense pas qu'il y ait une crise. Mais est-ce que tu Jamel penses que Lucas Zidane, s'il continue d'encaisser à chaque rencontre 3-4 buts, est-ce que tu penses qu'il sera en mesure On en parlait tout à l'heure en off. Il a pris 4 pas jours la dernière fois. Hein. Ouais, Donc mais c'est pas aussi simple. Hein. Jamel, on en parlait en off tout à l'heure avec Antar par rapport à un autre gardien. C'est pas forcément le gardien aussi. Il y a l'animation défensive, il y a la dynamique de l'équipe ou ça. Après, c'est vraiment un poste spécifique. Je pense qu'après, Karim va faire... Non, mais ça peut impacter sur son moral. Je Aussi, pense que ça peut impacter. bien sûr. Mais le problème qui se pose, est-ce qu'il y a un autre gardien qui pourrait nous donner de l'assurance, à part maintenant Zidane? Je ne pense pas qu'il y ait un gardien qui peut nous donner de l'assurance, surtout dans ce poste très spécifique. Moi, je pense que le jeu est ouvert, honnêtement. Avec la blessure de Mondrea. Même concernant le numéro 1. Même concernant le poste du gardien numéro 1. Oui. Je pense que ça peut jouer. Comment voit le sélectionneur et son staff, et quand je dis son staff, c'est le responsable des gardiens de but, comment il imagine son gardien numéro 1? Quelle qualité doit détenir pour lui? Quelle qualité prioritaire doit détenir pour lui le gardien de but? Donc à partir du moment où il définit le profil, ça répondra. On peut avoir, nous, aussi, des visions sur qui est susceptible. Aujourd'hui, si on voit, par exemple, le rôle qu'a joué Lucas Zidane, je crois que je lis de l'extérieur, comme les téléspectateurs, que le jeu au pied est un facteur important. Doit faire partie des critères, parce qu'il demande au gardien de s'intégrer dans la ligne, il lui demande de sortir. Donc je pense que c'est un critère. Maintenant, quel autre gardien on a qui sont capables aussi de jouer comme ça au pied, sans parler des compétences, on va dire, manuelles, de comment il se sert de ses mains aussi, vraiment de la qualité spécifique du gardien de but, où là je laisserai la parole à des spécialistes du poste. Donc déjà définir le profil, quel est le profil, et à partir du moment où le profil est défini, qui rentre en compétition pour être choisi. Oui, il a utilisé des termes très techniques et spécifiques au gardien de but. Moi, je préfère l'appeler 11e joueur. Pourquoi on l'appelle 11e joueur? Parce que maintenant, le football, il a changé. Déjà, quand on construit, on commence à construire de derrière. Et Zidane, sur ce plan, il est très technique et il peut donner beaucoup de satisfaction dans ce poste.
Moi, je pense qu'il préfère qu'il joue avec les mains qu'avec les pieds. C'est très ce que tu dis, Honnêtement, Jamel. hein, Tu sais parce que que je l'ai vu le dernier match, avec ses sorties un peu Mais ça dépend pas. approximatives. ce que tu dis, Il a failli avoir un but de 45 mètres. Il est On sorti. nous le dit en formation souvent, hein. Ah oui. Surtout pour les jeunes Ah ben. entraîneurs. On demande souvent des gardiens qui jouent, qu'ils C'est un arrivent à plus. ressortir le ballon, Jouer avec le pied, mais c'est un plus. leur qualité première, Bien sûr. c'est d'arrêter les ballons. Exactement. Et savoir aussi jouer sur sa ligne. Bien sûr. Hein, parce que les derniers réflexes, c'est sur la ligne. Les sorties aussi aériennes. Je pense qu'il y a des gens qui sont mieux placés que nous pour Après, on peut donner parler des gardiens de but, Sans naturellement. prendre, nous, des partis pris, entre on guillemets, prend pour pas de tel ou parti tel pris. gardien. Moi, je On pense peut avoir la liberté aussi de dire qu'aujourd'hui, il y a, bien sûr, le sélectionneur, le staff, tout le monde fait ses choix, mais il y a des gardiens aussi, localement aussi, chez nous, qui ont des compétences aussi Et intéressantes. qui enchaînent les performances Honnêtement, justement championnat honnêtement, local. On va y honnêtement, revenir. On va Honnêtement, enchaîner Antal, les est-ce que le fait de l'avant-dernier stage, on ramène deux nouveaux joueurs, deux nouveaux gardiens de but? Je ne parle pas de Mondrea, je ne parle pas de Lucas Zidane. On ramène deux sortis de nulle part, honnêtement. Est-ce qu'il ne faut pas douter un petit peu des choix de l'entraîneur des gardiens de but? Je pense que c'est Eh là, oui, où, parce c'est là où les qu'il faudra questions... peut-être Mais se c'est là où poser les des questions aussi. Les Pourquoi questions, elles doivent être... c'est des questions de conférences de presse où elles doivent être transparentes. Parce que, on va dire, on se pose de l'autre côté, nous, de l'écran, et quand on regarde, on dit, ben, moi, j'aimerais bien avoir des réponses à certaines questions, Mais il y a eu les sans questions m'immiscer dans des choix, etc. Mais Les de questions dire, voilà, ont été posées quels en sont, conférence. quels, sont les, Bien sûr que- quels sont les critères. Mais C'est ça. Lui, le gardien, vous attendez quoi du gardien de but? Et est-ce que tel garçon peut rentrer dans votre champ de vision? Est-ce que un autre pourrait rentrer? En tout cas, un spécialiste va nous rejoindre tout à l'heure pour répondre à cette question. Mais avant, on va écouter Karim Matmour qui nous a préparé une petite analyse. On va la découvrir ensemble avec Karim Matmour dans sa chronique et on revient juste après. Alors, on va essayer de décrypter ensemble les caractéristiques et les critères que le coach attend d'un gardien. Alors, aux mains, moi, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas légitime. La seule chose que je peux faire, c'est quand c'est le ballon au pied, donc le jeu offensif, les attentes du coach. Donc là, on va regarder 2-3 séquences pour voir. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il demande au gardien d'être très haut. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il est très haut. Il est à 25 mètres, même avec 3 adversaires proches. Il est là, il fait partie de la défense. Il est positionné très haut. Donc on le voit là, c'est la défense quasiment. Il est lui le libéraux dans une défense à 5 pour faire le jeu. Donc ça c'est ce qu'on peut remarquer offensivement quand on a le ballon. Et donc voilà, là après il se replace pour se mettre en soutien. Mais il n'hésite pas à monter très haut. En tout cas ça c'était sur le dernier match face à l'Uruguay. Sur la séquence d'après, on voit que sur un dégagement, le gardien il est quasiment presque pas au milieu de terrain, mais il est très 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 haut. Donc là pour relancer le jeu depuis derrière. Et si on regarde sa position, elle est là, elle est aussi à plus de 30 mètres de ses buts, à plus de 30 mètres. Et il se considère un peu comme un libéraux dans une défense à 3. Ensuite, ce qui est aussi attendu, c'est aussi dans la construction d'avoir un gardien qui joue, qui participe au jeu. Donc là, on le voit, il est quasiment en dehors de ses 16 mètres. Et il est là et se comporte avec quasiment un losange, avec le numéro 6, et de construire et de faire partie du jeu comme un joueur de champ. Et de se proposer toujours. Donc là, on voit dans la construction. Et là encore, dans la construction, ce qu'on voit, c'est qu'il est là et c'est lui qui tempère. C'est lui qui permet à tout le monde de s'organiser et d'avoir cette lecture de jeu et d'être là dans cette défense, comme dit, d'être un libéraux quasiment dans la construction. Et là aussi d'avoir un jeu au pied pour faire ce petit ballon-là piqué par-dessus. C'est ce qu'il fait souvent, en tout cas là sur ce ballon à être nourri. Il le fait pour avoir le bon dosage et relancer depuis derrière et après encore refaire partie du jeu. Comme rampe de lancement. Là, on voit, c'est lui qui tempère, qui permet à tout le monde de voir si tout le monde est bien organisé. Donc, c'est ce qu'il fait avec les mains, on le voit, il structure. Et là encore, on voit que c'est lui qui fait le jeu. Là encore, avec ce fameux losange. On a Boudaoui qui est là, qui va décrocher devant. Vous allez voir qu'il va demander le ballon. Et là, qui lui met même un ballon après sous pression, parce qu'on voit qu'il y a l'attaquant du coup de l'Uruguay qui suit la balle, donc il va mettre sous pression. Et là, en une touche, il va avoir quand même la lucidité de trouver
un joueur là-bas. Et donc voilà, c'est en tout cas de ce qu'on peut décrypter de l'extérieur, c'est voilà, positionnement assez haut, jeu au pied important et une relance importante. Merci Karim Otmo pour cette analyse, pour cette vidéo. Donc c'était les attentes du coach ou du sélectionneur pour ce poste de gardien. J'ai envie que tu enchaînes justement Karim. En fait, là, ce que je vais montrer, moi, c'est la lecture qu'on a de l'extérieur. C'est-à-dire que quand on a le ballon, c'est ce qu'on peut remarquer. En tout cas, les intentions, des fois, elles sont positives. Des fois, il y a des moments où ça n'a pas aussi bien fonctionné. Donc voilà, le jeu aux mains, je ne me suis pas permis d'analyser parce que je ne m'estime pas légitime pour. Je sais que c'est très technique et très spécifique, mais là, moi, je l'ai analysé en fait comme un joueur de champ quasiment. Et c'est son rôle en tant que joueur. Et justement, le débat bat sans plein, tout le monde veut rebondir sur l'analyse. On va commencer avec Antoine. Comme d'habitude, les analyses de Karim, les montages vidéo, ils sont très intéressants. Là, notamment sur la qualité de jeu au pied du gardien de but. Après, pour nos téléspectateurs aussi, par poste, sur le terrain, il y a des fiches de poste. On va dire sur le gardien, voilà ce qu'on attend de lui sur sa ligne. Voilà, de la réactivité, des sorties aériennes, de la communication avec sa ligne défensive, être capable de communiquer avec sa ligne, être capable de gérer la profondeur quand le porteur de balle adverse n'est pas cadré, suppléer, bien couvrir sa ligne de défense. Et j'en oublie d'autres, des critères vraiment on va dire individuels pour le gardien de but. Maintenant, au pied, il y a toujours la balance risque, productivité, risque-intérêt. Quelle est la volonté de jouer de l'entraîneur, mais jusqu'à où? Surtout quand on va dans un tournoi. Et après, moi, ce qui serait intéressant de sortir aussi, c'est la statistique en pourcentage du nombre de buts marqués par une équipe quand elle repart de son gardien de but. Surtout dans des matchs où il y a beaucoup de pression, etc. Donc chaque entraîneur mène le projet de jeu qu'il souhaite. Il veut intégrer le gardien, il l'intègre. Il ne veut pas l'intégrer, il ne l'intègre pas. Mais pour nous, pour l'équipe nationale, c'est de se poser les questions. Où est-ce qu'on met le curseur le plus haut? Est-ce que c'est le jeu au pied? Est-ce que c'est aussi... Il y a d'autres concurrents aussi qui peuvent postuler à ce poste-là avec des qualités plus fortes ailleurs. Le débat, il est ouvert et puis ça sera à notre sélectionneur national de faire le meilleur choix possible. On va écouter, messieurs, l'avis d'un expert qui va nous rejoindre via Teams. Justement, c'est Mohamed Benhamou. Bonsoir. Vous êtes avec nous en direct de Doha. Vous allez apporter votre regard d'expert sur la situation du poste de gardien. Bonsoir. Vous êtes en direct avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir, très content d'être là. Je suis très content. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, toi. Alors, le débat bat sans plein, Mohamed, ici, justement, dans ce plateau. Aujourd'hui, première question, peut-on considérer aujourd'hui que Lucas Zidane s'est imposé comme numéro 1, alors que la hiérarchie derrière lui reste encore ouverte, voire floue? Je pense qu'actuellement, et surtout qu'on est en manque de temps, dans le sens où Lucas Zidane est arrivé assez rapidement, et sur les échéances actuelles de l'équipe nationale, vu que avec la Coupe d'Afrique qui est passée, et surtout la Coupe du Monde qui va arriver, c'est vrai qu'on est limité par le temps, et donc il est arrivé sur le tard, mais il a montré quand même des facultés et des choses qu'avec le temps, pouvaient aider l'équipe nationale. Justement, Karim Otmo nous a fait une petite analyse concernant ce poste. Il a parlé des attentes du coach pour ce poste de gardien. Moi, je voudrais vous reposer la même question. Quelles attentes ou quelles sont les attentes du sélectionneur pour ce poste de gardien? Ou du moins numéro 2 et 3 Je vais plus parler en tant qu'entraîneur des gardiens. C'est vrai qu'au départ, sur les débuts de saison, ce qu'on va demander déjà au coach principal, c'est de savoir qu'est-ce que... dans son système et dans ses principes de jeu, qu'est-ce qu'il souhaite pour son gardien dans les constructions, par rapport aux 6 mètres, par rapport au coup de pied arrêté, par rapport à plein de choses. Et je pense que c'est vrai que le poste en lui-même déjà a énormément évolué. Le football avance vite, mais je pense que le poste dans le football qui a vraiment progressé, où on demande beaucoup de choses, c'est vraiment le poste de gardien de but. Et je pense que ça a beaucoup évolué à partir de la nouvelle réglementation qui est arrivée en 92, lorsqu'on a interdit les gardiens de prendre
les ballons à la main sur les passes en retrait. Donc à partir de ce moment-là, le poste en lui-même a changé et a énormément progressé. Après, c'est vrai que je pars du principe qu'un gardien de but, ça reste un gardien de but. Donc la première des choses, c'est de protéger sa cage. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on peut lui demander des choses par rapport à ce que je souhaite l'entraîneur, par rapport à les qualités des équipes. Je pense que si le gardien évolue à Manchester City avec Guardiola, il ne va pas avoir les mêmes demandes qu'avec un autre club, par exemple en Allemagne ou peut-être en Italie. Donc je pense que d'abord, c'est de prendre des informations avec le sélectionneur et de savoir ce qu'il souhaite réellement de son gardien de but. Mais je sais que Lucas Zidane, en l'occurrence, c'est un gardien qui a énormément de qualité au niveau du jeu au pied. Ok, justement, qu'est-ce qui vous rassure chez Lucas Zidane, Mohamed? Ce qui m'a plu sur la dernière CAN, pour être honnête, c'est premièrement, ça a été vraiment son jeu au pied, où pour moi, il a été impressionnant. Et deuxièmement, c'est un point, une qualité qu'on ne parle pas assez sur le gardien de but, c'est sur son leadership et surtout la personnalité qu'il a mise, parce qu'il est arrivé vraiment avec énormément de pression, très peu de temps avant la compétition, et je pense qu'il a répondu présent dans son comportement, dans sa posture. Je pense qu'il a quand même été rassurant par rapport à ces points-là. Maintenant, il faudra être quand même indulgent avec lui. Il vient d'arriver et je pense qu'il a une marge de progression, notamment en équipe nationale. Merci Mohamed, restez avec nous. On va sortir pour une petite page de pub et on revient juste après. Bienvenue dans la deuxième partie de votre émission Vers le Mondial sur Al24 News. On parlait de l'équipe nationale, plus précisément de poste de gardien qui reste une zone d'ombre à moins de 2 mois de la Coupe du Monde. Et en parlant de gardien, il y a un nom qui revient dans l'actualité ces dernières heures. Oussama Benbot, quelques mois après avoir annoncé sa retraite internationale, le gardien de l'USMA d'Alger qui s'apprête à disputer sa deuxième finale en Coupe de la CAF, rouvre la porte à un retour en sélection, et c'est un changement de position qui intervient au bon moment, n'est-ce pas Jamel? Oui, en fait c'est ces performances, c'est les performances de Benbot qui l'ont mis sur scène, hein, parce que sinon on l'aurait complètement oublié. C'est ses prestations avec l'USMA en Coupe d'Afrique notamment, et ses dernières sorties ont fait de lui quand même un potentiel candidat au poste de gardien de but, au moins à l'un des postes de gardien de but de l'équipe nationale. Benbot était connu, il avait toujours été un remplaçant. Il n'a jamais eu jusque-là sa véritable chance. Je pense que le moment est venu un petit peu maintenant de remettre ce gosse là où il doit être, parce qu'il a des qualités que les gardiens de but que nous avons actuellement en sélection n'ont pas. Moi, je pense honnêtement qu'un gardien de but doit sauver déjà sa cage, doit rassurer sa défense, doit placer ses joueurs, doit assurer ses sorties aériennes, doit, au lieu de jouer du pied. Parce que si je me fie au match contre l'Uruguay, par exemple, si je dois juger Lucas Zidane, je le juge sur la sortie où il a donné plus d'assurance que sur les bases, que sur son jeu au pied, qui n'a pas impacté sur le rendement de l'équipe. Est-ce qu'on a gagné? On a marqué un but grâce à Lucas Zidane sur une des remontées de Lucas Zidane? Non. Je pense le fait qu'il ait rassuré sa défense et qu'il ait gardé sa cage vierge, c'est déjà un très grand acquis. Pourvu que ça soit ainsi en Coupe du Monde. Maintenant, pour Benbot, je pense que Benbot doit avoir sa chance maintenant, surtout qu'il a fait une petite déclaration où il souhaite, si on m'appelle, je reviens. Il souhaite indirectement un retour à la sélection. Même si, à mon avis, c'est une erreur de communication de sa part. On est en train de parler du poste de gardien de but, et peut-être que dans la tête du sélectionneur, il n'y a pas de question de gardien de but. C'est qui le 1, 2, 3 ? Il y a pas de peut-être qu'il n'y a pas de chantier. Il y a déjà une idée, une vision. Parce qu'à la CAN, il en a choisi, et là, sur le dernier regroupement, il a choisi d'autres personnes. On va pas lui créer un problème si dans l'esprit, il n'y en a pas. Mais en temps, avec la blessure de Montréal, mais après, autre chose, j'y viens, et
Mohamed a dit quelque chose tout à l'heure, il a dit le poste de gardien de but a énormément évolué. Oui. C'est le poste qui a le plus évolué lors peut-être des 20 dernières années. Donc il y a des demandes qui ont évolué. Ça c'est très bien. Donc le coach fait son projet de jeu, a besoin d'un gardien avec telle qualité spécifique au gardien de but, avec le ballon aussi. Donc sur ça, bon, on verra vers quel profil ça se dirige. On en revient à Benbout, moi un gardien que j'aime beaucoup. Maintenant, il a été très très maladroit, très maladroit, où il a à l'issue de la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est surtout la frustration. Oui, mais tout le monde peut se tromper. Ouais, Tout le monde peut se tromper. On n'est pas un joueur qui se trompe, on n'est pas là pour le condamner à vie. Donc Bien il peut sûr. se tromper, il peut avouer qu'il a fait une erreur, mais quand tu es entraîneur et qu'il faut revivre dans ce groupe-là, même si tu fais amende honorable, comment toi tu vas le vivre? Comment le staff va le vivre? Comment le groupe va le vivre? Comment les concurrents vont le vivre? Je pense que c'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui parce que c'est un gardien qui a énormément de qualité et j'espère qu'il y aura une fin heureuse pour lui. Mustapha, le débat est relancé à propos de Oussama Benbout après sa déclaration. Aujourd'hui, son retour en sélection est-il envisageable, selon vous? Les choix dépendent de l'entraîneur des gardiens de but. C'est lui le premier responsable des choix. Après, les prestations que Oussama a eues en club, surtout en club, depuis 2022, depuis qu'il a gagné en Coupe d'Afrique et la Supercoupe, je pense qu'il méritait au moins une chance. Bon, après, on ne va pas parler de hiérarchie parce que, sincèrement, moi, personnellement, je parle en mon nom, malgré que la hiérarchie, surtout pour le numéro 1, il est là, et c'est Luka. Après, ça reste le numéro 2, 3 et 4. Quand on ne voit pas des joueurs, des gardiens de but qui malgré leurs prestations en club et dont satisfaction, on ne les voit pas en équipe nationale, je pense qu'il y a une question qu'on doit se poser. Je pense que même pour le public, c'est intéressant parce qu'on a vécu dans certains groupes. Je pense que vous pouvez aussi avoir votre avis, hein, vous avez sûrement votre avis là-dessus. Des fois, on performe en club. On performe en club à l'image d'Oussama qui a performé depuis des années et qui est un gardien avec un énorme potentiel. Après, il y a en équipe nationale, la vie dans la personnalité, on parlait de leadership. Il y a d'autres exigences. Il y a d'autres éléments. Non, c'est même pas peut-être que des exigences auxquelles il répond, mais il y a d'autres éléments que nous, on ne perçoit pas et qui amènent à des choix. Donc les choix, ils sont faits par rapport à certains éléments, mais que nous, on ne voit pas au quotidien. Donc c'est dur après de se prononcer, de dire, bah, lui, il mérite sa chance. Justement, Lui, il mérite, mais il mérite sur ce qu'on voit Ça fait- sur ça le fait- terrain, mais on ne voit pas tout. Ça fait 5 ans qu'il est en équipe nationale. justement, c'est ça. Jamais il n'a eu de problème au niveau de l'équipe nationale. Il y a un moment- si C'est on a- pas une question de problème, Non, je parle pas de c'est-à-dire qu'il problème, Il moi. n'a jamais montré des signes d'indiscipline ou bien de Je parle pas convivialité, d'indiscipline, non. etc. Je sais que c'est un garçon qui est très bien éduqué, je parle spécifiquement football. Même ça, là, C'est-à-dire à l'entraînement, dans sa ligne, comment il est. Peut-être qu'il est très à l'aise à l'USMA avec les gars, peut-être qu'il est très introverti en équipe nationale. Mais on Ça, lui je a sais pas pas. donné. Ça, par On rapport lui à a ça, pas donné- moi, s'il est là, il est toujours en ligne, Mohamed. T'es là. On lui a pas donné sa chance aussi. Moi, c'est ça. On va écouter C'est ça que je Mohamed, voulais vous êtes avec C'est ça. nous toujours? Si on lui avait donné sa chance, Parce qu'il y a une question problème auquel serait lui, il pas peut posé. répondre. Il l'a eu en équipe nationale avec Là, les tu primes. nous entends? Très bien, donc C'est vrai vous allez que répondre à la question de Karim, justement. Bah, c'est la question que posait Antar en disant le comportement. Justement, concernant les gardiens de but en équipe nationale, je pense que en fait, on n'est pas sur un chantier, je pense que nous, c'est une reconstruction en fait par rapport à l'après Raïs Mboli. Et donc, on est dans une situation, on est un peu dans l'urgence, où là, on s'est retrouvé avec une Coupe d'Afrique et surtout une Coupe du Monde depuis de nombreuses années, où là, il faut vite trouver quelque chose et trouver un gardien qui soit à la hauteur de cet événement. Après, des gardiens comme Oussama Benbout, j'ai eu la chance de l'entraîner, que ce soit en club, à l'USMA ou en équipe nationale. Et c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de ses sorties médiatiques. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a une grande éducation, qui est respectueux, qui est professionnel. Et c'est vrai que là, je reviens sur les propos d'Antar concernant le. En fait, c'est vrai que Oussama Benbout est irréprochable en club. À l'USMA, il l'a prouvé, même à l'époque quand il était à la JSK, il a une énorme expérience au niveau international, au niveau africain. Et c'est vrai que la difficulté pour un sélectionneur et notamment pour un entraîneur de gardien, c'est de trouver un gardien qui transfère un petit peu ses performances en club en équipe nationale. Et ce qu'il faudrait voir, c'est vraiment l'exposition au niveau, la pression qu'il y a autour de ça, le rythme international.
la régularité, elle va être hyper importante. Et aussi, surtout, l'accompagnement qu'il y a par rapport à ce gardien-là. Je pense que la sortie qu'a fait Oussama Benbot, je pense que ça a été une réaction à chaud. Et ça a été, bien évidemment, ça a été une erreur de sa part. Mais comme l'a dit Antar, on n'est pas là pour tirer sur des jeunes gardiens talentueux comme ça. Et j'espère pour lui qu'il aura sa chance. Est-ce que tu penses que, moi, si je peux me permettre, est-ce que c'est pas une question de hiérarchie, en fait, de la gestion de la hiérarchie? Je pense qu'en équipe nationale, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'était important d'être très clair et que la communication avec les gardiens de but, que les choses soient claires. Qu'il y ait un numéro 1, qu'il y ait un numéro 2 et qu'il y ait un numéro 3. Et là, malheureusement, c'est vrai qu'on a entre guillemets un numéro 1. On n'a toujours pas de numéro 2, numéro 3. Il y a eu beaucoup de changements. Et c'est là qu'il faudra faire en sorte d'être fort et intelligent pour pouvoir trouver une structure par rapport à ces 3 gardiens. Telle est la question. On va écouter Khaled, vous avez... Non, mais oui, je rejoins totalement ce qu'a dit Mohamed. Moi, le seul point avec Oussama, parce qu'il est plus à présenter, en fait, il a une certaine régularité. Là, c'est sa 2e finale, mais il aurait pu en faire une 3e s'il n'y a pas eu l'événement avec Berkane. Donc ça veut dire que ça fait un moment qu'il performe. Qu'il est en forme. Moi, je pense que sa frustration, justement, c'est par rapport à ce flou, Mohamed, de numéro 2, numéro 3. Parce que je pense que dans la tête de Petkovic, peut-être que je me trompe, c'est Lucas Zidane numéro 1. Et c'est surtout le fait qu'on ne lui ait pas donné sa chance à un moment. Parce que tu sais, quand tu dis de transférer les performances de club en équipe nationale, à un moment, lui, je pense qu'il s'est dit, peut-être qu'on va me donner ma chance. Pas forcément en compétition officielle, hein, mais peut-être en match amicaux. Et même ça, on ne lui a pas donné. Donc je pense que c'est ça qui a fait qu'il a réagi. Même si pour ma part, sa réaction, elle a été pas bonne. Mais comme a dit Antar, je veux dire, on n'est pas au tribunal. On est des êtres humains, on peut se tromper. Donc, c'est une réaction. On a joué au football et on sait que ça a été une frustration par rapport à ça. Et je pense qu'avant la Coupe d'Afrique, il y a eu des possibilités de montrer, de donner à Oussama du temps de jeu. Et je pense sur un match où il pensait peut-être jouer. C'est exactement le match de la Guinée. En fait, il y a eu une accumulation de choses. Et lorsqu'on lui donne des assurances pour jouer et on le ramène en conférence d'avant-match et subitement le lendemain il est mis sur la touche, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui es gardien de but, ou bien tous les joueurs qui sont ici présents, qu'est-ce qu'il en pense? C'est pour ça que je disais que la communication elle est importante, que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas de double discours. On l'a vécu en tant que joueur, on le vit dans le football au quotidien et je pense que la communication et la clarté dans l'échange surtout avec le gardien de but, il faut qu'elle soit claire dès le départ. Par rapport au statut de numéro 1, numéro 2, numéro 3, et surtout que je ne sais pas s'il a eu des certitudes, on lui a promis peut-être de jouer. Si ça a été le cas, ça a été aussi une erreur au-dessus. Mais je pense que voilà, ça a été une frustration et par rapport à ses prestations en club, il était peut-être convaincu de jouer au moins un match amical avant la Coupe d'Afrique, parce que je pense que tout rêve de joueur, c'est de participer à une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde avec son équipe. Je pense que tout ça, tout ce qu'on dit nous là, tout ce qu'on dit nous, c'est des suppositions là. Tout ce qu'on dit nous, c'est des suppositions. Et si on s'en tient au factuel, si on s'en tient vraiment au factuel, un très bon gardien, très bon gardien. Il n'a pas pu jouer. Allez, est-ce qu'il n'a pas eu? Il n'a pas eu sa chance. Mais aujourd'hui, quand on est sur le terrain, on essaye d'être contradictoire un peu, les uns envers les autres, hein, pour nourrir la discussion. Oui. C'est comment il a été à l'entraînement. Moi, je ne les ai pas vus, les entraînements. Il y a la performance en club, comment il a été à l'entraînement en équipe nationale. Et aujourd'hui, et un garçon pour qui j'ai beaucoup de sympathie, donc c'est de se dire, s'il sort de cette situation et qu'il arrive à maintenir les performances dans le temps, à un moment donné, l'avenir, il sera pour lui. Et qu'il ne faut pas tomber, nous aujourd'hui, moi je ne vais pas trouver d'excuses à un joueur qui joue un peu moins pour lui dire, je vais lui donner sa chance. Il faut qu'il apprenne sa chance. Faut qu'il l'apprenne. Donc c'est un problème de qu'il continue. Non, mais il va une petite question, s'il te plaît. Est-ce qu'en 5 ans de présence en équipe nationale, on l'a pas jugé aux entraînements? Je dis ça. S'il n'est pas bon aux entraînements depuis 5 ans, pourquoi on le ramène? Mais je préfère lui tenir ce discours-là que lui dire que nous, parce que nous, même en termes de formation, de dire aux joueurs, t'as pas joué, faut en faire encore plus. T'as pas joué, faut en faire encore plus. Fais-en encore plus pour, à un moment donné, mettre l'entraîneur sur le fait accompli qu'il doit te mettre. Mais ne pas rentrer, enfin moi c'est ma personnalité, même dans l'accompagnement des joueurs, de pas rentrer dans un truc, de lui dire ah, mais on t'a pas donné ta chance, mais si et ça. Et ça, peut-être que ce discours-là,
amène à la frustration qu'il y a eu à l'issue de la CAN aussi. Parce que si l'environnement aussi lui dit « Ah, mais tu dois jouer, le joueur à un moment donné, peut-être qu'il réagit comme ça. Peut-être que si on lui dit « C'est l'équipe nationale, continue, lâche pas, continue d'être performant en club, moi, je peux lâche pas, t'assurer... peut-être qu'il réagira comme ça. » Je peux t'assurer qu'au moment où il a pris la décision, c'est-à-dire, il était déjà là-bas, il a voulu quitter le stage, et finalement, il y a eu des interventions, même à partir d'Alger, de son entraîneur, qui est à l'USMA, qui lui a dit de se calmer et de rester jusqu'à la fin de la compétition. Par la suite, il a écrit cette fameuse lettre. Mais sur place, effectivement, il y a eu un coup de boule et il voulait quitter le stage de l'équipe nationale. Je pense que Mais bon, ça aurait été impardonnable à ce moment-là. Mais je pense que maintenant, maintenant, on est en train de parler au moment où il y a une défaillance au niveau des gardiens de but. C'est-à-dire, Mondrea est blessé, Mastil aussi blessé. Et le gardien de but Belazoug, il n'a que 19 ans. Après, alors faut-il partir en Coupe du Monde avec un seul gardien de but? C'est l'intérêt de l'Algérie qui compte. Mais là, déjà. Et puis derrière, on redit ce qu'on a dit tout à l'heure. Bien sûr. N'importe quel joueur ou n'importe quelle personne peut se tromper à un instant T. Bien sûr. Donc le garçon, il n'est pas peut condamné. pardonner aussi. Bien sûr. Mais messieurs, il y a d'un côté Oussama Benbout et de l'autre, il y a aussi les performances de plusieurs gardiens qui évoluent en championnat local. Je peux citer Gaïa Merbah, Sha'al, Bouhalfaya. Justement, est-ce qu'ils méritent plus de considération, Khaled? Mais le coach, il va travailler avec des joueurs qu'il a vus déjà. Je suis sûr qu'il va travailler avec des gardiens qu'il a déjà eu sous sa coupe. Stage. Après, les gardiens que tu as cités, ils ont déjà été en sélection, soit Bouhalfaya. Merbah, bon, il était blessé, je ne sais pas, je n'ai pas le souvenir. Puis Sha'al, c'était le gardien. Même Gendouz. Gendouz aussi, c'était le gardien de la dernière Coupe arabe. Et il performe aussi encore en club avec le CRB. Malheureusement, ils se sont arrêtés en demi-finale, mais il est encore finaliste de Coupe d'Algérie, toujours en liste pour le podium dans le championnat. Donc non, on a toujours eu des gardiens performants. Après, ça va être au sélectionneur de choisir, mais là où je rebondis sur ce qu'a dit Mohamed, pourquoi toutes ces questions? C'est parce qu'il y a eu un flou. Si tu te souviens, Karim, avant la Coupe d'Afrique, on avait des incertitudes sur le numéro 1, c'était même pas sur le numéro 2. Le numéro 1, on savait pas, c'était Gendouz qui a quasiment fait tous les éliminatoires. On arrive, Gendouz, il se blesse légèrement avant. Et on ne sait plus qui va être le numéro 1. Donc aujourd'hui, Lucas Zidane a un temps d'avance sur le numéro 1. Maintenant, l'incertitude, elle est sur le numéro 2, sur le numéro 3. Donc en fait, c'est ce flou-là qui fait qu'il y a des frustrations de part et d'autre. Parce que chacun a envie chacun se dit, ouais, je suis capable. Chacun se dit, pourquoi pas moi, ça fait 5 ans que je suis en sélection. Comment se fait-il que je ne suis pas le numéro 2 ou le numéro 3? Donc ça, c'est légitime de la part du joueur. Je pense qu'un discours de clarté, comme a dit Momo, du sélectionneur, et aussi un discours entre le sélectionneur et Oussama Benbout, pour pouvoir régler ce petit différend. Et l'intérêt de l'équipe nationale, pour rebondir sur ce qu'a dit Antar, est le plus important. On revient justement vers Mohamed pour le libérer avec une dernière question. On a parlé de la piste locale. Aujourd'hui, est-il possible d'intégrer de nouveaux gardiens locaux à seulement 2 mois du mondial sans avoir effectué, comme a dit Mustafa Maza, de stage préalable avec eux, on va dire? Après, pour compléter ce qu'a dit Khaled, justement, et par rapport à ta question, c'est vrai qu'on parle d'Oussama par rapport à sa réaction, par rapport à tout ça, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres. Vous les avez tous cités, j'allais en parler. Une personne comme Alexis Gendouz, c'est quelqu'un qui a fait pratiquement tous les éliminatoires, qui s'est qualifié à la Coupe du Monde, et du jour au lendemain, il n'est plus là. Pas de Coupe d'Afrique, on n'en entend plus parler, il ne joue plus au Mouloudia. C'est Ramdan qui est titulaire. Gaïa Merbah, que j'ai croisé parce qu'il était en rééducation ici sur Doha. Et c'est pareil, c'est quelqu'un ambitieux qui fait des grosses performances avec la JSK. Farid Chahal qui a fait une belle compétition quand même à la Coupe arabe. Je parlerai aussi de Ryan Leslie qui était au Canada, qui est arrivé maintenant, qui est à Agou. Donc on a des gardiens, il y a du talent. Mais moi, ce qui me gêne, c'est surtout sur l'accompagnement et surtout sur le discours qu'il y a autour de ça. Et c'est vrai que ce poste-là, j'ai l'impression que c'est vrai que c'est un poste à part, mais avec l'évolution du football, maintenant c'est un poste qui est hyper important. Et je pense que dans la communication, ça c'est la base des choses, parce que des gardiens on en a toujours eu en Algérie, des gardiens de talent. Maintenant, c'est de mettre une hiérarchie, de mettre des choses en place. Mais je pense pas qu'en Algérie, on soit en manque de gardiens de qualité. Merci beaucoup, Mohamed Benhamou. Vous étiez avec nous via Teams. La classe. Très bien. Et on espère vous avoir avec nous ici. Il n'a pas pris une ride. Ouais, toujours élégant. On espère vous avoir très très bientôt avec nous, avec la team ici dans ce plateau. Il a eu un très bon... À bientôt. Merci pour l'invitation. Un grand bonjour à Anta, Karim, Khaled,
Jamel et M. Mazza, c'est un honneur d'être là. Et en plus, c'est un plateau de légende que vous avez. Donc, Merci Mohamed, à très bientôt. Alors, je voulais écouter Karim par rapport à la piste locale. Est-ce qu'on peut s'attendre Non, mais c'est ce qu'il a dit. Si en c'était plus. la solution. Hein. Mais, forcément, non, mais déjà, on a de la qualité en termes de gardiens. Il les a entraînés avec l'équipe nationale à prime. Moi-même, quand j'étais adjoint en A prime, je les ai connus. Donc, on a de la qualité. Des joueurs qui savent jouer. Je veux dire, quand je vois Alexis Guendouzi, balle au pied, il est aussi tout aussi bon. Quoi. Donc c'est aussi une de ses qualités à Guendouzi. C'est sa blessure qui l'a mis un petit peu. C'est la blessure de Guendouzi qui l'a éloigné de l'équipe nationale, autrement il ne serait pas éloigné. Donc voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on a ramené Mondrea. On a fait appel une nouvelle fois à Mondrea. Non, mais l'intervention de Mohamed, très objective. Oui, Il a cité des noms. Et puis, ça vient des spécialistes. Donc, il était tout près aussi de ces joueurs. Je pense que c'est vrai qu'on est en train de focaliser, de parler de loin. Mais après, ce qui se passe derrière, on n'a pas toutes les certitudes. Donc, pour moi, c'est vrai qu'il existe du potentiel ici dans notre championnat. Quelles sont les exigences de l'entraîneur des gardiens de but et du staff technique? Mohamed a très bien dit quand il a dit on a des gardiens talentueux chez nous, il connaît le poste. Il connaît le poste, il les connaît, les gardiens. Maintenant, c'est de savoir, puis ça serait intéressant qu'un journaliste la pose la question je ne sais pas en s'ils figurent conférence dans de la liste presse. des 50. Ça. Pardon? Je ne sais pas si tous figurent dans la liste des 50. Je sais pas. Mais ça serait intéressant d'avoir l'opinion du sélectionneur à travers ce qu'a dit Mohamed et quels sont aujourd'hui les critères qui rentrent en ligne de mire. Et ça aidera aussi l'opinion, on va dire, sportive à comprendre. Donc, messieurs, il ne nous reste pas beaucoup de temps, car au-delà des débats, il y a aussi une préparation qui attend l'équipe nationale. Donc, le programme est désormais fixé. Il y a un stage qui débutera le 25 mai à Alger, avec une montée en puissance aux Pays-Bas, puis un match amical le 3 juin. Avant la grande destination à Rotterdam. Voilà, aux Pays-Bas, avant la destination finale. Alors, concrètement, les dernières semaines avant le mondial, ça représente quoi pour un joueur? Karim, vas-y. C'est les réglages, on va dire. Après, on va voir. En fait, là, on spécule là maintenant avec les informations qu'on a là maintenant, mais s'il y a encore des surprises ou s'il y a d'autres choses, je ne sais pas quel est l'effectif. Ça se trouve, il va y avoir des nouveaux joueurs qui vont être là, donc du coup, on aura un autre discours que le discours qu'on peut avoir là maintenant. En théorie, c'est les réglages et c'est une prise de confiance avant une compétition, parce que si par exemple, si on est ici, l'Argentine, ces matchs-là, ils sont champions du monde. Il y a tout l'effectif qui est champion du monde. Ça fait 4 ans qu'ils jouent ensemble, champions du monde. À la veille d'une compétition comme ça, c'est de les maintenir en forme. Ils se connaissent tous par cœur. Alors que nous, l'Algérie, c'est différent. On arrive avec des interrogations. Le poste de gardien, à ce niveau-là, il y a pas mal de postes, on a des interrogations. Donc ça va pas être la même préparation qu'une autre nation. Tout se joue donc lors de ce dernier stage. Oui, Jamel, à votre avis? Il ne faut pas oublier qu'on est à 6 semaines seulement du match contre l'Argentine. On n'a jamais été aussi bon que quand on était dans cette optique-là. Comment? On n'a jamais été aussi bon que quand on était dans ces optiques-là. Ah, d'accord. C'est-à-dire que quand on était un peu Dans la difficulté, où on se disait ça va être compliqué là, ça va être compliqué là. Je pense que l'équipe nationale, elle a souvent aimé ce genre de challenge-là, qui pouvait paraître des fois à l'opinion insurmontable, mais qui à un moment donné transcende. Moi, je pense que c'est dans quel état athlétique, dans quel état de forme vont arriver nos joueurs. Je leur souhaite de bien finir la saison, de ne pas être blessés, et puis après... C'est bien le fait de ne pas trop jouer ces derniers temps. Hein. D'avoir un peu de fraîcheur, l'enthousiasme de jouer un tournoi qui représente le meilleur moment d'une vie d'un footballeur, il va être là. Donc après, les réglages technico-tactiques à ce moment-là de la carrière d'un joueur, pour des joueurs qui ont vécu beaucoup de choses, il ne faut pas qu'on en fasse des grandes montagnes, parce qu'aujourd'hui, c'est comment cette équipe et ce groupe va se dessiner ensemble pour créer un grand rendez-vous. Mais on aimerait écouter votre expérience. Vous avez vécu ça en 2010. À partir de quel moment on ressent cette pression? Que le mondial arrive, que les choses sérieuses arrivent? Nous, elle était un peu particulière, la préparation, parce qu'on l'a vécu déjà, on avait un groupe
un groupe de joueurs qui avaient vécu une campagne de Coupe du Monde, d'éliminatoire, où nous, c'était vraiment l'ossature, l'osmose qu'il y avait entre tout le monde. Avec des garçons qui jouaient pas beaucoup non plus, comme Slimane Raho, comme Samir Zawi, Khaled, même si j'en oublie d'autres, là, je fais offense à personne. Et la préparation, on a été un peu... ces garçons n'étaient pas là. Donc, le groupe, il est vécu un peu quelques difficultés. Il y a eu une brèche quand même. C'était un peu particulier pour nous, même si on a accueilli les autres de la meilleure façon possible. Et en parallèle, il y a l'aspect football, où c'était la première Coupe du Monde pour nous. Comment on prépare un événement comme ça, où on sait que le premier match, il est décisif pratiquement. Il est décisif. Donc nous, je pense qu'il y a une inexpérience à ce niveau-là, qu'on a payé cash, malgré une préparation intéressante en termes athlétiques, football, à la montagne et tout. Mais après, on a payé cash ce premier match où on l'a surestimé. Aujourd'hui, avec le recul, ce match-là, on l'avait surestimé. Oui. Alors que si on le joue dans une autre optique, avec une ambition différente, ben on doit le gagner. On doit le gagner. Et ça a servi aussi, je pense, c'est ce qui a fait aussi la différence sur la Coupe du Monde 2014. Et j'espère qu'on apprend aussi de ces préparations de Coupe du Monde pour s'en servir là pour la suite. Pour la Coupe du Monde 2026. La préparation, tu as dit que c'était le 25, mais je pense qu'elle a déjà démarré. Ouais. Je pense qu'il y a de la communication sur le sélectionneur ou sur les membres de son staff avec certains joueurs qui vont participer à cette Coupe du Monde. Il y a des échanges forcément. Donc elle va commencer officiellement le 25, mais elle a déjà commencé. Mais pour être dans la tête d'un joueur, je pense qu'il est en train de se préserver. C'est pas qu'il calcule, mais comme on voit qu'il y a des joueurs, il y a Yamal qui se blesse avant une Coupe du Monde, ça peut arriver à tout le monde, rater une Coupe du Monde. Donc je pense qu'il y a des joueurs qui vont pas baisser le pied, mais qui vont commencer à faire très attention. Tout le monde gère comme il Parce peut. que c'est humain. Et je pense pas que ça soit propre à l'équipe nationale d'Algérie. Je pense que c'est humain. Chacun va faire cette grande compétition et va essayer de se préparer de la meilleure des manières. On termine avec vous, Mustapha, c'est la dernière ligne droite. Comment la réussir? Oui, je pense qu'il a pratiquement tout dit, Khaled. Je pense que mentalement, tous nos joueurs, ils sont là. Déjà, on a pratiquement 80% ou 90% de l'effectif. On les connaît. Après, comment l'équipe va arriver dans ce stage, sur le plan psychologique, sur le plan physique aussi, le reste des matchs qui restent sur les différents championnats, peut-être qu'on verra, Inch'Allah, on ne verra pas d'autres surprises, des blessures, surtout des éléments qui pèsent sur l'équipe. Je pense que Inch'Allah, on aura une bonne entame de cette Coupe du Monde. Inch'Allah, on aura une bonne entame. Sur ce, on arrive à la fin de l'émission. Messieurs, ça a été rapide. Jamel. Un mot pour Jamal. La prochaine. La prochaine fois, chacun donnera la liste des 26. Ce serait quand même assez intéressant. 23 ou 26 Mais on va pas... Moi, je parle de 26, c'est-à-dire le maximum. Non, je parle Mais du ça maximum. sera avec Antar, la semaine d'après. Pas Je la parle du semaine prochaine. maximum. Ça sera pas la semaine prochaine, la semaine d'après, avec Antar. On pourra donner par tranche. Là. Merci Jamel Al-Rashdi, Merci Khadija. Karim Moutmour, Merci tout le monde. merci Mustapha, merci Khaled et merci Antar Yahya. Ça a été un plaisir de vous avoir, messieurs. C'était une masterclass avec vous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Au revoir.